Bonjour, on parle souvent de physiologie et je vous ai déjà dit combien finalement notre regard sur la physiologie humaine il était conditionné par des modèles. Et ça c'est vraiment intéressant de se rendre compte de ça, c'est-à-dire que on nous décrit des choses, on nous fait des planches, on nous représente les choses. Et à force de voir ces choses devant nous, elles nous paraissent tellement naturelles qu'on se dit mais c'est comme ça que c'est fait. Et moi, le premier choc que j'ai eu, il ne concernait pas la physiologie humaine à l'époque, mais il concernait bien finalement la représentation du monde. Parce que, je ne sais pas vous, on m'a toujours montré une planisphère, une carte dans laquelle les pays ont une certaine forme, une certaine taille. Et puis un jour, je suis tombé sur des cartes qui étaient bien étranges, qu'on appelait la projection de Peyer, si je ne me trompe pas, et qui représentait un monde complètement différent de celui que je connaissais. Les pays de l'hémisphère nord, ils étaient tout petits, ils étaient tout ratatinés, puis alors les pays de l'hémisphère sud, ils étaient tout gros. Alors une fois que j'ai vu cette carte, je me suis dit, le gars qui a fait ça, il était sous acide, il y a un problème là, c'est quoi ce délire d'artiste d'avoir autant grossi les pays du sud et puis on m'a dit, non mais attends, tu n'y es pas du tout. La représentation à laquelle tu étais habitué prenait certains critères en compte, celle-là prend d'autres critères en compte et rend beaucoup plus compte de la superficie réelle des territoires. Et alors je me suis dit, mais attends, la représentation du monde que j'avais qui était au travers de cette planisphère, en fait ce n'était qu'une représentation, ce n'était qu'un modèle, ce n'était qu'une idée. Eh bien en termes de physiologie c'est exactement la même chose, c'est-à-dire qu'on a un schéma préconçu du corps humain, de son fonctionnement, au travers des modèles qui nous ont été donnés. Et ces modèles-là, ils sont limitants, ils sont sclérosants et ils sont pour certains, pour nombre d'entre eux, faux. Absolument faux, ils servent une idéologie, ils servent une représentation du corps humain, une représentation du corps humain qui représente le corps humain comme faible, soumis à des agents extérieurs. Je dirais que c'est le fruit d'une pensée pasteurienne, aussi en grande partie, d'une pensée symptomatique. Et donc, dans la veine un petit peu de la série, de la vidéo qui avait eu beaucoup de succès, j'ai vu qu'il a fait beaucoup d'or, qui s'appelait 10 mensonges sur l'alimentation, et bien là j'avais envie de vous proposer 10 mensonges sur la physiologie. 10 mensonges sur la physiologie humaine, 10 choses qu'on nous fait passer pour des évidences et qui en fait sont complètement fausses à partir du moment où on les observe en termes physiologiques, qu'on commence à réfléchir. Alors je me les suis listés là pendant ces quelques jours que j'avais fait de pause. Et j'en avais une petite dizaine, attendez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ah bon non, j'en ai que 9. Bon, c'est pas grave, il y en aura bien une dixième qui viendra après. Mais j'avais une petite série de questions. Alors, il y en a une qui me plaît beaucoup, et on va commencer par ça, c'est le foie. Parce que le foie, on entend souvent dire, le foie est un filtre, qui est un petit peu le filtre du sang. Et je l'ai moi-même répété longtemps. Et récemment, quand même, je me suis penché sur la question, j'ai observé le foie et je me suis dit, non mais, il y a quand même un gros problème. Alors le foie, où est-ce qu'il se situe? Le foie, on a parlé du rôle de synthèse essentiel du foie. Le foie est un organe finalement, dont je vous ai parlé, qui permet la synthèse des protéines, c'est-à-dire qu'à partir de certains acides aminés, il en construit d'autres, il combine ces acides aminés pour former d'autres chaînes protéiques, la synthèse protéique. Le foie est un organe qui transforme les sucres en graisses, les graisses en sucre, qui permet le stockage du glycogène. Louis Kervran a bien montré que le foie était un organe de transmutation. Ensuite, on dit souvent le foie est un filtre qui finalement va filtrer le sang de manière à l'épurer. Et je l'ai moi-même répété souvent, je le sais, parce que j'ai été victime de cet endoctrinement. Et il y a quelques temps de ça, je me suis penché un petit peu sur le positionnement du foie dans le corps. Et je me suis dit, regarde, tu as les intestins. Les intestins sont une barrière qui normalement sépare l'extérieur de l'intérieur, qui nous permettent de filtrer les nutriments et de laisser rentrer dans le milieu intérieur que les aliments qui sont adéquats dans le corps humain. Si les intestins sont bien pensés, s'ils jouent leur rôle de filtre, quel besoin d'avoir un deuxième filtre derrière? Premièrement, première question, ça a été le début de ma réflexion. Ensuite, ces nutriments qui passent par le foie, finalement, qui passent par les intestins, ils sont rejetés dans une veine qu'on appelle la veine porte, la veine porte qui conduit de tous les organes digestifs vers le foie. C'est-à-dire que les nutriments, une fois qu'ils sont passés dans le milieu intérieur au travers de nos intestins, ils vont venir rejoindre le foie. Et là on me disait, bon, ça me paraît logique, le foie réalise des synthèses, c'est-à-dire que les nutriments arrivent, il prend ces nutriments, il les transforme en d'autres choses de manière à s'adapter aux besoins spécifiques du corps à ce moment donné. Et puis on me disait aussi, le foie,
il épure le corps et puis il rejette ces produits toxiques via le canal hépato-biliaire. Sauf qu'il y a quand même un problème. Le canal hépato-biliaire, il arrive où? Donc ce canal qui permettrait de rejeter les toxines du foie, il arrive où? Il arrive juste en dessous de l'estomac, au début de l'intestin grêle. Et l'intestin grêle est l'organe d'assimilation du corps humain. Alors, on réfléchit bien. On a des nutriments qui passent dans l'intestin grêle, qui passent à l'intérieur. Le foie les reçoit et les reconnaît comme toxiques. Qu'est-ce qu'il fait? Il les éliminerait par le canal hépato-biliaire pour arriver juste à nouveau au-dessus de l'intestin grêle et repartir de plus belle dans une boucle. C'est complètement fou. À ce moment-là, le corps ferait arriver la sortie du canal hépato-biliaire au niveau du côlon, au moins si ce n'est au niveau de l'anus, pour rejeter immédiatement. Et donc, dès lors, on se rend compte que finalement, le foie n'est pas un organe d'épuration. En tout cas, quasiment pas. Quel est l'organe d'épuration dans l'organisme? Quel est l'organe d'épuration du sang? Quel est l'organe qui finalement détruit les globules rouges en surnombre, détruit les hormones en surnombre, qui produit des plaquettes, épure le sang littéralement? C'est la rate. La rate dont on parle très très peu. La rate est l'organe d'épuration du sang. Le foie n'est pas l'organe d'épuration du foie. Et c'est très très intéressant parce que souvent on attribue au foie finalement des caractéristiques très très particulières. Le foie est un organe de synthèse, le foie n'est pas un organe d'épuration. Et c'est pour ça que j'ai toujours maintenu que le foie n'est pas un émonctoire, le foie est un formidable outil de synthèse, particulièrement bien placé au niveau du corps humain. Pourquoi? Parce que juste après avoir reçu les nutriments venus des intestins, eh bien, le foie réalise les synthèses de manière à ce que, malgré le fait que notre régime alimentaire ne soit pas en permanence composé de tous les nutriments nécessaires à notre corps à un moment donné, eh bien, on peut adapter. Et le foie, finalement, est l'organe qui nous permet, eh bien, devant une palette alimentaire relativement limitée, d'avoir un éventail de nutriments disponibles pour le corps humain, totalement adaptés aux besoins du corps humain. Le foie n'est pas un organe d'élimination, le foie n'est pas un filtre, son rôle de filtre est mineur, le rôle du filtre majeur est la rate. Le foie est un organe de transformation, d'élaboration, de stockage de certains nutriments uniquement. Donc le foie est un filtre, clac, clac, ça c'est barré. Le foie n'est pas un filtre, le foie est un organe de synthèse. Avec donné une autre assertion là que j'aimais bien, c'est il faut manger équilibré en termes de physiologie. Eh bien, on vient de voir le foie, il faut manger équilibré. Alors qu'est-ce que ça veut dire équilibré? Ça voudrait dire qu'il faudrait en permanence avoir un apport de nutriments et de micronutriments. Alors ce qui est amusant, c'est que la plupart du temps, on s'intéresse aux nutriments uniquement, glucides, lipides, protéines, alors qu'il faudrait à ce moment-là, si on voulait parler d'équilibré, il faudrait s'intéresser à toute la palette des micronutriments. Il faudrait avoir un apport complet sur la journée. Ben là, c'est méconnaître le rôle du foie. Nous avons un formidable système tampon dans le corps. Ce système tampon, on l'appelle le foie. C'est un organe qui va à la fois compenser les carences, stocker et transformer les surplus et qui va finalement faire d'un apport alimentaire un petit peu en dents de scie, avec des moments où on a plus de ça, des moments où on a plus de ça, des moments où on a plus de ça, et bien va lisser tout ça de manière à ce que les besoins de l'organisme soient en permanence assurés. Le foie est l'organe tampon de l'organisme. Donc il faut manger équilibré, platch, ça ne veut rien dire. Il faut manger en fonction de ses besoins et de ses ressentis. Il faut avoir effectivement, il est mieux d'avoir sur l'année eh bien, une grande diversité de produits. Et plus on aura de diversité de produits, bien, finalement, moins on va solliciter son foie pour les transformations. Mais le foie est capable de jouer ce rôle de régulation. Ensuite, en termes de physiologie, il y a quelque chose qu'on entend très très souvent, dont je vous ai déjà parlé, mais ça valait le coup d'y revenir, c'est la pompe cardiaque. On nous parle de la pompe cardiaque. Alors, une pompe, qu'est-ce que ça fait? Eh bien, une pompe, ça prend un liquide, ça prend un fluide et ça le rejette. Une pompe a un moteur. Est-ce que le cœur a un moteur? Absolument pas. Par quoi est mu le cœur? Le cœur, la contraction des différentes chambres qu'il y a dans le cœur, des 4 chambres qu'il y a dans le cœur, elle est assurée par quoi? Elle est assurée par le mouvement des poumons, elle est assurée par la stimulation aussi du système nerveux autonome issu des glandes surrénales. C'est l'adrénaline en grande partie qui gère les contractions cardiaques. Alors quand on dit le cœur est une pompe, c'est faux. Le cœur est simplement une valve, le cœur
est une grosse baudruche qui est contractée par l'intermédiaire des poumons et plus largement par les mouvements du diaphragme qui sont eux-mêmes conditionnés par l'énergie stockée dans les glandes surrénales. Et donc, c'est tout ce mouvement global qui va faire que le cœur, finalement, va se contracter chambre par chambre, de manière à propulser le sang riche en oxygène dans tout le système artériel, de manière à faire revenir le sang veineux appauvri en oxygène, de manière ensuite à recycler ce sang et à le réalimenter. Et donc, présenter le cœur comme une pompe, c'est extrêmement court parce que ça veut dire qu'on fait revenir les pathologies cardiaques, les problèmes de contraction, de tachycardie au cœur lui-même, alors que la plupart du temps, et dans la majorité des cas, le cœur n'est qu'un organe comme les autres, c'est-à-dire constitué de cellules alimentées par de la lymphe et du sang, mais en lui-même n'a pas de caractéristiques propres. La plupart des problèmes cardiaques viennent soit d'un problème surrénalien, parce qu'il n'y a pas la contraction, ou d'un problème thyroïdien, parce que autant les glandes surrénales gèrent la puissance de contraction, autant la thyroïde, qui est la glande régulatrice du métabolisme, gère bien le rythme cardiaque. Les gens qui ont un rythme cardiaque trop élevé ou trop bas, c'est une question de métabolisme, ralentissement du métabolisme, contrôle par la glande thyroïde. Le cœur n'est pas une pompe, le cœur est une valve, et encore, ce n'est qu'une baudruche, finalement, qui est contrôlée par tout un tas d'autres organes, en particulier les glandes surrénales, les mouvements du diaphragme, les mouvements des poumons. Quand le cœur a un problème, ce n'est pas le cœur en lui-même qui a un problème, c'est soit la stimulation cardiaque, soit parce que les artères sont bouchées par trop de dépôts de cholestérol ou artérosclérose. Et donc, le cœur, on lui donne une importance colossale, alors que là aussi, un peu comme on donne une importance colossale au sang dans le corps, donc on représente un gros cœur, c'est un organe qui est finalement relativement anodin. Alors une insertion aussi que j'aime bien, alors celle-là on l'a déjà vue très fréquemment, mais ça valait le coup pour le plaisir quand même de la retrouver, c'est la lymphe se verse dans le sang. Alors là, c'est un peu comme l'histoire du foie qui détoxine l'organisme et puis qui rejette ses déchets juste au début de l'intestin grêle où se passe l'assimilation. Hein, du style, on nettoie convenablement, une pièce par exemple, on rassemble toutes les poussières au milieu du carrelage, on est en train de balayer chez soi, on rassemble toutes les poussières au centre de la pièce, on prend une petite pelle, très précautionneusement pour mettre toutes les poussières, on commence à sortir pour aller les jeter dehors, et puis au moment où on approche de la porte, hop, on se retourne vers la pièce, on prend la pelle et on rebalance toutes les poussières dans la pièce. C'est exactement ce qui nous est proposé. Et quand on dit la lymphe se verse dans le sang, ben c'est à peu près la même chose. C'est-à-dire que là aussi, on est vraiment victime de notre représentation. Je ne sais pas si vous avez vu le corps humain. Moi, quand j'ai étudié le corps humain étant jeune, eh bien, le système sanguin était représenté très largement. Les canaux, les vaisseaux, il y en avait de partout. Et on m'a bien appris, je voyait toutes ces petites vénules rouges qui allaient partout. Et on avait un grand absent. Le grand absent, c'est le système lymphatique. Pourtant, la lymphe représente 75% des fluides du corps humain. 25% c'est le sang, 75% c'est la lymphe. C'est-à-dire que quand on voit ces milliers de petits canaux sanguins, eh bien, c'est 3 fois plus de canaux lymphatiques que l'on devrait voir dans un corps humain. Autant dire que de la lymphe, il y en a strictement partout. La lymphe est le liquide sur base grasse qui va recueillir les toxines que le sang ne peut pas gérer, ne doit pas gérer, que les organes vont relâcher. Et donc cette lymphe qui est parfaitement adaptée à l'accueil des toxines. Pourquoi? Parce que premièrement, elle est sur base grasse, ce qui évite finalement l'agression des tissus par ces produits acides inflammants. Deuxièmement, le circuit lymphatique est muni de ganglions lymphatiques qui sont de véritables petites stations d'épuration local finalement, dans lequel une très grande quantité de microbes, de bactéries, de micro-organismes vont réaliser des prédigestions de ces matériaux toxiques de manière à rendre leur agressivité, leur toxicité moindre. Bien, cette lymphe, elle est parfaitement adaptée pour traiter les déchets. Or, c'est vrai qu'il y a un point de contact entre la lymphe et le sang. Et là, l'idéologie veut que nous disions, la lymphe se verse dans le sang. Il n'y a pas de lymphe qui se verse dans le sang, il n'y a pas de sang qui se verse dans la lymphe. Il ne peut pas y avoir un produit sur base aqueuse qui se verse dans un produit sur base grasse. Il n'y a pas de miscibilité entre les deux. Par contre, il peut arriver qu'il y ait dans la lymphe quelques éléments qui seraient des éléments nutritifs utiles au sang. Il peut arriver dans le sang qu'il y ait quelques éléments qui devraient passer dans la lymphe. Et comme le corps est un formidable transformateur, est un formidable recycleur, on méconnaît
vraiment la capacité du corps à fonctionner sur peu, à optimiser en permanence l'utilisation des nutriments. C'est-à-dire que s'il y a des nutriments qui pourraient être essentiels pour le sang, eh bien il y a un système de retour qui permet finalement que ces nutriments passent dans le sang et soient réutilisés. Nous sommes un organisme d'une efficacité colossale. Nous bâtissons des systèmes extérieurs d'une inefficacité colossale et nous sommes des organismes d'une efficacité colossale qui recyclent en permanence. Et donc, oui, il y a un point de contact entre la lymphe et le sang qui permet des flux de nutriments si ces nutriments sont nécessaires. Il n'y a en aucun cas une lymphe qui se verse dans le sang. Donc, encore un mythe qui volent. Tenez, au niveau des mythes, les reins filtrent le sang. Les reins filtrent le sang. Alors, quand on a compris que la lymphe est partout, hein, qu'il y a 3 fois plus de lymphe dans le corps que de sang, quand on a compris que les déchets de l'organisme se retrouvent dans la lymphe et non dans le sang, quel est l'intérêt pour la lymphe, quel est l'intérêt, pardon, pour les reins de filtrer le sang? Quasiment, voilà, quasiment zéro. Les reins filtrent la lymphe. Alors on me dit, oui, mais comment? Il n'y a pas de canal qui conduit la lymphe au niveau des reins. Mais ça, cette vision, elle est le fruit d'un modèle et d'une idéologie. Des cellules dans les reins, est-ce qu'il y en a? Oui, il y a des cellules partout. Ces cellules, elles sont entourées par quoi? Par du liquide interstitiel. Qu'est-ce que c'est que ce liquide interstitiel? C'est de la lymphe. Où est-ce qu'il y a de la lymphe dans les reins? Partout. Où est-ce qu'il y a de la lymphe dans le corps? Partout. Il n'y a pas une zone du corps où il n'y a pas de la lymphe. Il n'y a pas une zone où il y a des cellules où il n'y a pas de la lymphe. Il y a de la lymphe partout. Nos systèmes sont extrêmement sclérosants. Où est-ce qu'il y a de la lymphe dans les reins? Il y en a partout. Qu'est-ce qu'éliminent les reins? Les reins épurent la lymphe et permettent l'élimination des déchets. Les déchets passent directement par transmission directe parce que la lymphe est dans les reins. Les reins sont lymphatiques, les reins sont chargés de lymphe. Eh bien, la lymphe passe directement au niveau du canal urinaire. Disons que les déchets, les nutriments dont la toxicité, excusez-moi, j'ai perdu mon petit papier, les nutriments dont la toxicité a été diminuée, eh bien, vont pouvoir passer directement par contact, par capillarité, par diffusion immédiate de cette lymphe qui est constitutive même des reins jusque dans le système éliminatif urinaire. Donc les reins filtrent le sang? Non. Les reins filtrent la lymphe. Quand les reins commencent à filtrer le sang, c'est très mauvais signe, ça veut dire que le sang est toxique. Ça arrive extrêmement rarement et c'est certainement pas quelque chose à valoriser. Le problème, c'est que on montre le corps humain baigné de rouge, alors qu'en fait le corps humain il serait baigné de bleu puisque c'est les couleurs représentatives caractéristiques du sang et de la lymphe. Et d'ailleurs c'est très amusant parce que je ne sais pas si vous avez remarqué, la couleur rouge est une couleur chaude, agréable. La couleur bleue est souvent une couleur beaucoup plus froide. Eh bien on a représenté le sang de manière rouge, on a représenté la lymphe de manière bleue. Alors, je ne sais pas vous, mais quand on s'écorche et quand on voit sortir de la lymphe, elle n'est pas bleue, hein, elle est blanche. Alors peut-être qu'il faudrait représenter la lymphe de sa vraie couleur, blanche, le symbole de la pureté, et que ça nous éviterait de tomber dans cette espèce de représentation stéréotypée dans lequel finalement le sang a la prévalence et la lymphe non. Une autre assertion intéressante, puisqu'on parlait des reins, l'eau sert à hydrater le corps. Là aussi, physiologiquement parlant, ce n'est pas vrai. Qu'est-ce qui sert à hydrater le corps? Comment est-ce qu'un milieu, on reconnaît qu'un milieu est déshydraté? Un milieu est déshydraté quand un milieu est déminéralisé. C'est-à-dire que la capacité d'un milieu à fixer l'eau est totalement en corrélation avec le contenu minéral de ce milieu. S'il n'y a pas assez de minéraux dans un milieu, vous aurez beau faire passer toute l'eau que vous voulez, cette eau ne fera que défiler, elle circulera et elle n'hydratera jamais. C'est-à-dire que pour fixer l'eau au niveau du corps, nous avons besoin de minéraux. L'eau ne sera utilisée qu'en rapport avec le contenu minéral des organes, des tissus concernés. Et donc quand on dit l'eau sert à hydrater le corps, chaque fois je dis non, ce n'est pas vrai. L'eau est utilisée par les milieux pour réaliser la quantité adéquate d'hydratation, à condition que ces milieux soient suffisamment alcalins. Et ce qui explique qu'on est en déshydratation, ce n'est pas le manque d'eau, c'est le manque de minéraux.
la plupart du temps. L'eau sert au fonctionnement rénal. Comment est-ce qu'on sait si on a assez d'eau dans le système? Eh bien, on sait si on a assez d'eau dans le système si nos urines ne sont pas trop foncées. C'est pas, il faut boire 1 litre, 1 litre et demi, 2 litres, 2 litres et demi, 3 litres. Il y a des personnes pour qui il va falloir boire 1 litre, d'autres pour lesquelles il va falloir boire 2 litres, d'autres pour qui vont avoir des besoins de 3 litres, 4 litres, 5 litres d'eau à certains moments. On n'en sait rien. Tant que les urines, pas les usines, tant que les urines sont jaunes, paille, eh bien c'est bon signe. Ça veut dire qu'on évacue, qu'il n'y a pas trop de déchets dans les urines, donc le système urinaire n'est pas trop saturé. Si l'urine est très très claire, ça veut dire que les reins ne filtrent pas et on aura beau boire de l'eau, ça ne servira à rien. L'eau, elle fera que laver le corps. Circuler, 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 ça va épuiser l'organisme et donc la priorité est de renforcer le fonctionnement rénal. Et pour hydrater le corps, eh bien le mieux c'est toujours et uniquement la même chose, c'est apporter de l'eau avec des minéraux. Et pour apporter de l'eau avec des minéraux, eh bien il y a les fruits, il y a les légumes, il y a les jus de légumes qui sont excellents, les jus de fruits et de légumes qui sont excellentissimes pour apporter eh bien une base aqueuse plus des minéraux en surquantité. Et c'est pour ça que je dis souvent, attention, pour réhydrater un corps, il ne s'agit pas de boire, il s'agit avant tout de reminéraliser. C'est-à-dire que la fixation de l'eau ne se fera que s'il y a la quantité de minéraux. Il est certain qu'une certaine quantité d'eau est nécessaire selon les individus. Là encore, ça se discute parce que au bout d'un certain temps, on se rend compte que avec l'apport aqueux réalisé par les fruits et les légumes pour un organisme qui est très fortement minéralisé, ça suffit largement. Mais tant que l'organisme est déminéralisé, effectivement, de l'eau sera nécessaire, mais en même temps, une surabondance de minéraux. Dire que l'eau hydrate est une erreur. L'eau n'hydrate pas par elle-même. L'eau n'hydrate que parce que les tissus, parce que les organes sont minéralisés. Alors une que vous connaissez bien quand même, qui est revenue là récemment, c'est le cerveau gère toutes nos pensées. Alors, qu'est-ce que c'est que la pensée? C'est très très difficile à définir. Ce qu'on sait quand même, c'est que la plupart des zones reliées au fonctionnement psychique de l'individu sont gouvernées par des neurotransmetteurs. Quand on sait que plus de 80 à 90% des neurotransmetteurs dans le corps sont produits par la boyauterie, par les intestins, on comprend très bien que le cerveau ne gère pas nos pensées. Nos pensées, elles sont diffuses à l'échelle du corps. Personne n'arrive à déterminer ce que c'est. En tout cas, nos pensées et notre système psychique est fortement dépendant des neurotransmetteurs présents dans le corps. Ces neurotransmetteurs sont essentiellement produits par les intestins. Et c'est pour ça que ça me permet de dire que le premier cerveau et surtout nos pensées sont avant tout déterminés par l'état de nos intestins et donc directement par ce que nous mangeons plutôt que parce que qui nous sommes, notre caractère ou ce que nous pensons. Et c'est pour ça que je dirais souvent à quelqu'un, dis-moi ce que tu manges, je te dirai comment tu penses, je te dirai quel est ton caractère. Le caractère d'un individu est avant tout lié à son régime alimentaire. Ça paraît complètement fou. J'invite toute personne qui doute à faire des changements au niveau de son régime alimentaire et de voir comment ça va pouvoir affecter son caractère. Donc, notre cerveau gère nos pensées, c'est une erreur. Notre cerveau est un organe dans lequel finalement les pensées s'élaborent. La pensée est beaucoup plus largement répartie dans tout le corps. La pensée est aussi certainement quelque chose qui est extérieur au corps, mais la pensée est avant tout quelque chose qui est déterminé par nos neurotransmetteurs et nos hormones. Et la plupart des neurotransmetteurs sont produits par les intestins. On ne va pas rentrer dans les détails, il ne s'agit pas de rentrer dans les détails, je n'ai pas les capacités à rentrer dans les détails par rapport à ça, mais il est évident que le cerveau n'est pas le centre de la pensée, n'est absolument pas le centre de la pensée. Une dernière petite chose que j'avais envie de voir, là qui est intéressante aussi sur le plan physiologique, c'est l'apport des nutriments dans le corps. Et par exemple, il y a une assertion qui est revenue là régulièrement, c'est par exemple, on n'a pas besoin de manger gras, on n'a pas besoin de produits gras dans notre alimentation, zéro produit gras, c'est parfaitement adapté à l'individu. Quand on sait, et ça va rejoindre un petit peu la vidéo dans laquelle je parlais de quoi, combien, comment, pour savoir un petit peu ce qu'il s'agissait de prendre comme quantité. Quand on sait que les acides gras sont les agents anti-acides numéro 1 dans le corps. Quand on sait aussi que ce sont les produits qui vont être utilisés par le système hormonal, glandulaire hormonal, en particulier les glandes surrénales, pour produire les hormones majeures du corps humain. Eh bien, on va réaliser que les acides gras sont essentiels dans le corps. Comment est-ce que peuvent arriver les acides gras dans le corps? Eh bien, ils peuvent arriver de manière externe ou être synthétisés par le foie. Sauf que la capacité de synthèse par le foie, elle dépend
de l'état de notre foie, elle dépend aussi de la capacité intrinsèque du foie à les élaborer. Et donc, dire que le corps n'a absolument pas besoin d'acides gras est une énorme erreur pour moi, là aussi, et qu'on retrouve assez fréquemment. Quand on voit le rôle essentiel des acides gras, particulièrement en termes d'agents anti-acides dans le corps, on se rend compte qu'il arrive très fréquemment que des personnes soient en carence d'acides gras majeurs. Alors à l'inverse, vous allez avoir des écoles diététiques qui vont vous dire « Ah non, non, mais alors il faut tout baser sur les oméga 3, les oméga 6, les oméga machin. » Non, c'est une erreur. Le corps a une capacité énorme à transformer les nutriments. De là à supprimer complètement un nutriment, eh bien c'est exercer un stress sur le système. Pourquoi? Parce qu'effectivement, il y a des organes de régulation, le foie en premier lieu, des organes de transmutation, des organes de synthèse. Sauf que, eh bien, si on ne leur donne aucun nutriment et qu'on attend d'eux qu'ils fassent tout le travail, eh bien, ça va organiser une usure, un épuisement, un travail supplémentaire de ces organes, et donc avoir une palette alimentaire la plus riche possible, eh bien, c'est assurer que ces organes ne soient pas en surproduction, en surtravail, ne soient pas sollicités en permanence. Donc vous avez vu, il n'y en avait pas 10, il y en avait 9, 10 petits mensonges sur le rôle du foie, sur le rôle du cœur, sur le rôle du cerveau, sur le rôle des reins. Et tout ça, ben, ça gouverne notre façon de fonctionner. Ça gouverne notre regard. Alors, avoir la connaissance un petit peu eh bien, du fonctionnement du physiologique normal du corps humain, ce n'est pas nécessaire pour vivre. On peut très bien vivre sans connaître ce fonctionnement physiologique. Sauf que souvent, pour déconstruire d'anciennes pensées, d'anciennes valeurs, d'anciens dogmes, eh bien, il est nécessaire de passer par l'intellect. L'intellect pour aller batailler contre l'intellect lui-même. Il faut rivaliser avec la connaissance idéologique, avec de la connaissance physiologique. C'est pour ça que j'ai vraiment à cœur de vous apporter toutes ces notions de manière à ce que finalement on puisse se sortir d'un système sclérosant, d'un système faux de représentation et se rendre compte que nos modèles ne sont que des modèles qui ne sont en aucun cas la réalité et que malheureusement ils gouvernent notre façon de fonctionner, notre façon de vivre et que ça c'est le gros danger. Le gros danger c'est de se conformer à des modèles qui ne sont que des modèles en oubliant qu'ils sont des modèles. Le problème c'est de considérer que le monde est fait tel que nous le voyons sur un globe terrestre unique dans lequel il y a une projection typique des continents sans considérer qu'il y a de multiples projections et qu'en fait la réalité eh bien, c'est la conjonction de ces différentes représentations. La réalité physiologique du corps est bien plus large, bien plus complexe, bien plus puissante, bien plus efficace que tout ce qu'on a pu nous représenter. Le corps est un organisme d'une efficacité redoutable, dans lequel tout va dans le sens de l'efficacité, du recyclage, de la réutilisation, de la synthèse. Nous ne sommes pas des organismes fragiles, nous sommes des organismes d'une puissance inouïe. Notre seul défaut est de l'avoir oublié et de ne pas donner les conditions pour que cette puissance inouïe se révèle. Au travers de nos choix de vie, au travers de nos choix alimentaires, au travers de nos modes de vie, nous déterminons tout ça. Notre mode de vie, il est simple. Il a été clairement défini par les conditions dans lesquelles nous nous sommes le plus longtemps développés et dans lesquelles nous prospérons le plus. Abondance, surabondance de fruits et de végétaux crus, sous forme directe, sous forme de jus directement. Soleil, sommeil, exercice physique adapté. Absence ou en tout cas diminution énorme des stimulations extérieures. Et là, le corps prospère, les organes prospèrent, tout le système se remet en mouvement de façon naturelle. J'espère qu'au travers de ces vidéos, non seulement vous en êtes convaincus, mais surtout vous allez directement dans la matière même de cette expérimentation. Ce n'est pas un savoir intellectuel qui est passé ici, c'est un savoir pratique, c'est une invitation. On y va tous. Alors, on va jouer juste après cette vidéo, on va tous jouer, on va tous explorer et on se rend compte qu'effectivement le fonctionnement du corps humain, il n'est pas tel que nous, on nous l'a appris.